Bonjour Moussa, on se retrouve pour parler de l'enfant intérieur. C'est un sujet qui me touche parce que sans enfant intérieur, on n'a pas de vivant en nous. Alors, je ne sais pas, j'ai pas préparé grand-chose, je suis désolée. J'étais en séminaire, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette maison soi, Oui, euh, hein, sur ce moi, c'est moi, enfin, euh, c'est moi différent. Alors, je vais te laisser commencer à parler ou alors attends, qu'est-ce que je pourrais dire? On a 2 mois, 2 royaumes, 2 sensibilités, 2 visions de soi. Alors ça, c'est toi qui parles. oui. De la vie du monde et des autres. Tout être est bipolaire, bilatéral, bicéphale, bilingue. Et ça me fait sourire parce que j'avais un psychiatre qui m'avait dit: «Tout le monde est bipolaire, les gens rentrent, ils sourient, ils partent, ils claquent la porte». Donc on a tous une certaine, oui, une bipolarité de toute façon sans qu'elle soit, psychiatrique. Je Oui. ne sais pas, Enfin, veux-tu vas-y, je t'en prie. non, non, mais je voulais dire que la bipolarité dont on parle en psychiatrie, c'est une bipolarité par rapport aux humeurs, par rapport à nos émotions. Oui. C'est-à-dire que, voilà, donc ça veut dire que de temps en temps, on est lumineux, joyeux, et puis après, de temps en temps, on ne sait pas exactement pourquoi, on est plutôt sombre et replié sur soi. Ça, c'est vraiment la bipolarité en psychiatrie. Qu'avant, on parlait de la psychose maniaco-dépressive, c'est par rapport à l'expression de nos émotions et nos états d'âme et notre humeur. Mais quand je parle de bipolaire dans ce passage, en fait, je veux dire qu'il y a deux pôles, c'est-à-dire deux pôles énergétiques. Il y a deux sources d'énergie. C'est pas une espèce de bipolarité, l'instabilité émotionnelle, mais ça veut dire qu'il y a une double source. Il y a une double énergie. D'un côté, c'est l'adulte, effectivement, et d'un côté, c'est l'enfant intérieur, qu'on ne voit pas, qu'il est indétectable, et puis voilà, donc invisible, mais il existe bel et bien. Donc, c'est pas les deux mots bipolarité, c'est pas employé tout à fait dans le même sens. Là, c'est deux sources d'énergie, et l'autre, c'est une bipolarité, une espèce d'instabilité de l'humeur émotionnelle. Malgré qu'on a aussi, ça se rejoint aussi peut-être quelque part, pas dans la fonction psychiatrique, parce que là c'est quand même quelque chose de particulier, mais dans le sens où entre l'enfant et l'adulte, il y a aussi ces émotions qui peuvent parfois partir dans tous les sens. On peut aller dans le haut quand c'est, on sait très bien quand il y a l'immaturité, on rencontre tout ça, et c'est pas pour ça qu'on est dans la bipolarité psychiatrique. Oui, absolument. Il y a aussi ce mouvement entre les deux. On est humain, on a aussi le droit d'être très bas et d'être très haut. Euh, voilà. Absolument. Alors, je voulais, alors donc ce mois, c'est deux mois sur lequel certains clivent, hein, parce qu'on voit des clivages. Il y en a qui Oui, clivent. J'ai même vu des personnes cliver devant moi, de l'enfant à l'adulte. oui. Vas-y, parle-moi de ce moment où alors pourquoi clive-t-on? Pourquoi rencontrons-nous des patients qui vont, à un moment, tu vas rencontrer l'enfant et tout à coup, tu vas voir que c'est l'adulte. Il y a un clivage que tu ressens vraiment, comme s'ils n'étaient pas en lien, comme si l'un rejetait l'autre, comme si l'un Absolument. emprisonnait l'autre. Absolument. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir, mais bon, tu verras. En fait, nous avons, enfin, les patients qui viennent nous voir en psychothérapie, voilà, ils nous parlent souvent de leur histoire, de leur historicité, et comme si, enfin, comme des victimes passives. Mhm. C'est-à-dire, ils ont subi ceci, ils ont subi cela, ils ont subi un manque d'amour, un manque de présence, un manque de chaleur, ils ont été malmenés, etc., etc. Donc, il y a vraiment une partie de l'histoire de nos patients, enfin, à la fois l'histoire personnelle et l'histoire transgénérationnelle. Donc, les patients viennent nous voir par rapport à leur histoire, mais ce qui est également extrêmement important, c'est la façon dont le sujet se positionne par rapport à son histoire. C'est-à-dire, effectivement, tous les mécanismes de déni, tous les mécanismes de défense, tous les efforts que le sujet fait pour s'éloigner, pour oublier, pour s'en sortir, pour que, voilà, voilà, c'est ça le clivage. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a l'histoire telle que ça a été vécu, mais il y a aussi ce qu'on fait par rapport à elle. Voilà. Et ça, effectivement, puisque l'enfant intérieur est un enfant déprimé, blessé,
Donc, très tôt, le sujet emploie des mécanismes de défense, j'appelle ça des bouées de sauvetage. Parce que la dépression infantile précoce, effectivement, c'est quelque chose qui est insupportable, c'est inacceptable et ça empêche le cheminement de l'individu. Donc, dès le départ, et pour garantir sa survie en quelque sorte, on est obligé d'employer les mécanismes de défense, les bouées de sauvetage pour se mettre en protéger, pour se protéger de ça. Et peu à peu, peu à peu, peu à peu, ça devient effectivement 2 mois privés, voilà, qui sont vraiment, qui n'ont pas de lien et qui n'ont pas de communication ensemble. Alors c'est pour ça que vraiment, si on peut parler enfin, entre guillemets très caricaturalement de la pathologie de l'adulte, c'est le clivage. C'est-à-dire que l'enfant intérieur et l'adulte, bien que ce soit l'enfant intérieur qui exerce son emprise, mais l'adulte ne se rend pas compte. L'adulte croit qu'il vit dans le présent, qu'il est maître de ses choix, de son destin, qu'il est libre de se comporter de telle et telle façon, alors qu'en fait, il est bien plus parlé, il est bien plus agi qu'il ne croit. Et bien, c'est ça le clivage. Et à partir du moment où l'adulte rencontrera son enfant intérieur, ça lui permettra que le clivage s'arrête, qu'il y ait une espèce de séparation des deux énergies. Et c'est parce qu'il y aura séparation, c'est-à-dire dans le sens de distinction, de différenciation, c'est-à-dire je comprends que je ne suis pas toujours moi, ça n'est pas toujours moi qui ai peur, ça n'est pas toujours moi qui idéalise, ça n'est pas toujours moi qui croit ceci ou qui croit cela. Quand il y a une espèce de différenciation, séparation, c'est à ce moment-là que le clivage cesse, c'est-à-dire ça permet un lien. La séparation entre l'enfant intérieur, parce qu'il a été repéré, et l'adulte, cette espèce de distinction, différenciation, crée pour la première fois un lien entre eux où il peut y avoir effectivement des échanges. Donc, voilà, je résume. C'est pour dire que les patients viennent nous voir parce qu'ils ont été victimes passives dans leur enfance d'un certain nombre de traumas ou d'un certain nombre de malversations. Il y a l'histoire, mais il y a la façon dont ils ont géré ça et ils ont été obligés à un certain moment de procéder par le clivage, qui a été effectivement un mécanisme de survie, un mécanisme d'autoprotection qui a agi efficacement pendant assez longtemps, mais à un certain moment, les freins s'usent et ce qui a été vraiment qui nous a aidé à survivre à un certain moment de notre vie nous empêche de vivre. Ça nous a aidé à survivre, mais après, ça nous empêche de vivre parce que le clivage est très, très enquisté, très voilà, agissant. Oui, je te rejoins tout à fait là-dedans. Et dans ce, alors, qui tient l'autre prisonnier? Qui est le geôlier de l'enfant intérieur? Est-ce que l'enfant intérieur est son propre geôlier? Est-ce que c'est l'adulte dans le clivage qui est le… On se tient, en fait, on se tient nous-mêmes dans une prison de peur de ne pas être rassuré, de peur de quitter la matrice. On crée notre propre prison, alors que quand on laissait l'enfant libre, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire aussi mais accepter que l'enfant soit libre par moment de planter des plantes dans les jardins interdits. Enfin, je veux dire, de jouer, l'enfant est joueur aussi chez nous. Accepter cet Oui, enfant, qu'il soit joueur, qu'il soit parfois plus en retrait, l'accepter tel qu'il est. Sans le juger nous-mêmes, mais on est dans une société où il y a beaucoup de jugements. Les adultes, moi j'appelle ça les adultes chiants parce que c'est pour mettre de l'humour. Même nous, on s'enferme dans le jugement. Ce oui, jugement que l'on a, dont on a besoin de juger l'autre. Je vois sur Facebook, tout ça, ça me fait vraiment sourire. Ce besoin de juger quelque chose qui peut être dit comme ça. Moi, je ne juge jamais. J'ai dépassé ce stade. Je n'ai pas besoin de juger. J'entends ce qui se dit et ça m'interroge toujours. Mais pour arriver à cette pseudo-maturité, parce que je ne sais pas si je suis mature ou pas, je me pose pas. Il faut quand même accepter de regarder en soi et d'accepter. Alors là, je te rejoins totalement. Toutes nos facettes, en fait, toutes nos facettes, quelles qu'elles soient, et ne pas n'en dénigrer aucune.
Et c'est ça la plus, pour moi, c'est ça grandir. C'est ça, si le mot adulte existe, c'est ça être un enfant mature, c'est accepter toutes nos facettes, même celles qui ne nous conviennent pas, même celles qui vont nous interroger, sans en avoir peur, sans les enfermer, en les plaçant dans notre identité plurielle. Oui, Euh, c'est accepter tout ça. Alors, je vais te laisser parler sur le sujet, vas-y, je t'écoute. oui. Et tu as dit beaucoup de choses, je ne sais pas par où je vais commencer. Enfin, déjà, la première chose, c'est les jugements venus de la société de la culture, que Oui, c'est une culture, c'est une société jugeante. Voilà. Bien sûr, le regard, la question du regard, des apparences peut jouer énormément. Mais je crois que les jugements des autres ne deviennent vraiment importants et bloquants et perturbants pour nous que dans la mesure où il y a une espèce de complicité personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, nous-mêmes, nous nous jugeons, c'est-à-dire que nous avons une image de nous-mêmes, voilà, dénutrie narcissiquement, et nous avons une image de nous-mêmes un peu rachitique et un peu faible. Parce que, effectivement, alors, parce que justement, c'est ça l'emprise de l'enfant intérieur sur l'adulte. Sinon, si nous sommes vraiment adultes, les jugements des autres, bien sûr, ça nous touche. Quand on nous fait des compliments, on s'en réjouit. Quand on nous fait des critiques, voilà, on est un peu contrarié, mais ça ne va pas toucher nos fondements de l'identité, ça ne va pas nous toucher notre être profondément, parce qu'on sera quand même, voilà, donc provisoirement très heureux et provisoirement un peu malheureux, mais après on se reprend, c'est-à-dire que on est toujours debout. Parce qu'il y a les jugements de la société, mais dans la société peut effectivement, ça dépend des individus, la société nous propose une multitude d'addictions. Alors, si nous-mêmes, on n'a pas un fond addictif, hein, parce que je répète, ça dépend de notre complicité, eh ben, on ne va pas devenir forcément addict à l'alcool ou au tabac, ou, etc. De la même façon, la société nous propose une certaine normativité, disons, enfin, vestimentaire ou physique. Mais alors, si nous ne sommes pas vraiment très préoccupés pour être normal, pour nous intégrer, tout ça, ça nous touchera moins. Par exemple, il y a plein de gens, il y a plein d'hommes qui se croient libres. Voilà, ils croient que c'est eux qui ont choisi de porter la barbe. Alors, il y a 20 ans, il y avait 5% des hommes qui portaient la barbe. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5% des hommes qui ne portent pas la barbe. Le tatouage, par exemple. Le tatouage, voilà, donc il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Voilà. Donc, je veux dire, c'est par rapport à leur souci à eux de se sentir intégrés, de se sentir vraiment compris et reliés aux autres. Alors, effectivement, il peut y avoir des demandes, des aspirations, enfin, des contraintes, voilà, des injonctions sociales. Mais ces injonctions sociales, que ça soit à tous les niveaux, va dépendre voilà, du rapport de force chez le sujet entre son enfant intérieur et l'adulte. C'est-à-dire, si c'est l'enfant intérieur qui domine en voulant être accepté, être parmi les autres, être aimé, ne pas être taxé d'anormal ou de fou, etc., il est beaucoup plus complice et beaucoup plus passif par rapport à ces injonctions sociales. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fait qu'il ne fait. Il est beaucoup plus parlé qu'il ne parle. Donc, effectivement, il y a une espèce d'environnement sociologique, extérieur, culturel, mais ça dépend après de notre position par rapport à ça. Alors, je répète, je suis conscient, je répète exactement la même chose par rapport aux contraintes sociales que ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre histoire. C'est-à-dire, effectivement, notre histoire, bien sûr, c'est très important, mais après, ça dépend de ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, effectivement, quelquefois, ça aboutit à des problématiques de clivage. Alors, Mais ce là, besoin, si on est suffisamment adulte, on sera sensible aux demandes sociales, mais on ne dira pas amen à tout pour rester normal et intégré.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce besoin qu'a la société, je vois même entre psy, hein. D'abord, je me dis qu'il y a peut-être plusieurs formes de psychanalyse. Il y en a qui ont travaillé enfin, il y en a qui ont travaillé sur un faux self, il y en a qui ont travaillé sur certaines choses, et il y en a qui ont vraiment été au fond de leur enfant intérieur. Oui, Euh, hein, il y a vraiment plusieurs, on voit plusieurs systèmes dans les psychanalystes, hein. Je ne parle pas dans les psychologues. On en voit vraiment. Et oui, moi, je peux partager des phrases sur Facebook, etc. Et on voit des fois qu'il y a un jugement. L'autre fois, j'ai reçu une narcissisme primaire ou secondaire. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Je balance une interrogation et tout à coup, on me renvoie. Alors évidemment, c'est interroger l'enfant en moi. Qu'est-ce que tu oui, ressens? Alors j'ai éclaté de rire, évidemment, première intention, parce que je me sentais à ma place. Je ne me sentais pas là-dedans. Mais je me suis dit, comment un psychanalyste peut avoir ce besoin de pouvoir, de placer, de cloisonner, de remettre objet à un autre psychanalyste? Qu'est-ce oui. que cela reflète en lui pour qu'il ait le désir de posséder, Le besoin, le possession, ce besoin, besoin de le posséder? besoin, Oui. le Pourquoi ce besoin, besoin de posséder? pas le Pourquoi, désir, le besoin. pourquoi ce besoin de posséder, en fait? Pourquoi il se sent dépossédé? Déjà, parce que ça doit renvoyer une dépossession. Celui qui va juger quelque chose comme ça il se sent Absolument, dépossédé de quoi? De quelque chose qu'il n'a pas compris de lui? absolument. Parce que, en fait, la première caractéristique, la première preuve euh, que nous avons, enfin, de la foi, de la croyance, de la conviction, la première preuve de ça, c'est l'introduction de l'incertitude et de la tolérance. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je peux croire, je peux défendre, je peux soutenir n'importe quelle proposition, n'importe quoi, enfin, ça soit psychanalyse, que ça soit la religion, que ça soit la politique. Effectivement, la caractéristique principale de l'authenticité de ma position et de mon adhésion, c'est l'incertitude, c'est le doute, c'est-à-dire que je crois dans ce que je pense, dans ce que je dis, mais oui, je suis pas dans la toute-puissance et je suis tolérant. Et c'est-à-dire que, parce que tout discours est discours du désir et c'est pas la vérité, c'est-à-dire personne ne possède la vérité sauf le psychotique. Et d'ailleurs, dans la vérité, il y a, voilà, il y a une espèce, enfin, en hébreu, la vérité se dit émet, et émet, et quand on inverse les mots, ça veut dire la mort. C'est-à-dire que quand on a de la vérité, donc on ne peut plus interpréter, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser, et vraiment, c'est la prison par excellence. Donc, l'authenticité enfin, la vérité, la solidité d'une position idéologique, religieuse, psychanalytique, politique, etc., a deux particularités. C'est que d'abord, je n'exclus pas le doute, l'incertitude, je ne sais pas, voilà, premièrement. Et deuxièmement, tout discours est discours du désir, c'est-à-dire je suis conscient que je n'exprime pas la vérité, mais j'exprime mon désir, donc je laisse les autres tolérants. Je tolère les autres. Alors, ceux qui ne tolèrent pas, voilà, c'est vraiment la preuve absolue de l'incroyance et de l'inauthenticité, parce que quand on est authentique, on n'a pas besoin de démontrer, on n'a pas besoin d'une façon dictatoriale de faire du prosélytisme. Vous croyez ce que vous voulez, narcissisme primaire, secondaire, Jung, Lacan, Freud, etc., etc. Voilà, vous avez droit de penser ce que vous voulez, mais c'est le reflet de votre personnalité et de vos rapports avec l'enfant intérieur. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de convertir. À partir du moment où on commence à convertir, faire du prosélytisme, ça veut dire que soi-même, on ne croit pas profondément à ce qu'on défend. Parce que si on croyait profondément à ce qu'on défendait, on ne prouverait pas et on n'obligerait pas les autres et on n'établirait pas ça au rang d'une vérité incontestable. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est toujours l'enfant, en fait. Je pense que c'est toujours l'enfant qui, par moment, se sent en insécurité et va chercher des barrières. Oui, je ressens. Alors, cette possession, parce que cette possession, on la rencontre aussi dans les couples. On voit des choses. Alors, merveilleuses dans les couples, enfin merveilleuse, le mot n'est pas dans le sens, dans ce sens-là. On voit beaucoup de les couples. Alors, je vais prendre quelques exemples. Oui,
exemple. Un couple, deux enfants se rencontrent en fait pour se réparer, hein. On le voit beaucoup dans des couples, mais ils s'enferment dans une réparation qui fixe, qui fige, où il y a de la possession, c'est-à-dire l'un appartient à l'autre. Automatiquement, tu as souvent de la jalousie maladive. oui, Ils sont objets l'un de l'autre, c'est-à-dire ce n'est pas… Alors je vais nommer la vraie relation d'amour dont tu parles dans le livre, qui va nous aider à comprendre un peu pourquoi je veux en arriver à ça. Qu'est-ce qu'une vraie relation d'amour? Quelles seraient les caractéristiques d'un bon couple? Il existe au fond deux sortes d'unions, l'une enfantine et l'autre adulte. Un oui, rapport amoureux méritant vraiment ce qualificatif est celui qui s'établit entre deux êtres portés essentiellement par le désir gratuit, celui d'échanger ensemble physiquement, psychologiquement, dans un contexte oui, d'alliance et de respect, des différences à distance et des émotions externes. Moi, c'est ce que j'appelle grandir ensemble. absolument. C'est-à-dire, voilà. À l'inverse, quand il y en a un qui ne grandit pas ou quand aucun des deux ne veut grandir, le lien est boiteux, immature, parce que ça fige Oui, le… Ça, voilà, on a le besoin. L'autre, c'est devenu un besoin, est devenu un pansement dans ces cas-là, est devenu aussi notre geôlier. Et nous sommes aussi son geôlier dans ces cas-là. Il y a une absolument. prison. Et de vouloir rester dans cette sécurité, alors là, je mets mes mots, dans cette sécurité, c'est la pire des prisons, c'est la mort. Mais j'ai l'impression qu'on est emprisonné dans une matrice illusoire Oui, qui nous sécurise tellement qu'au bout d'un moment, on refoule et toutes ces émotions ne peuvent pas rester dans une cocotte minute. Donc, ce refoulement va exploser à un moment donné. Ce n'est oui, pas possible. L'enfant, il faut qu'il cause, il faut qu'il joue, il faut qu'il oui, s'exprime. oui. Vas-y. Alors, à partir du moment où, voilà, quand un couple se rencontre, enfin, donc ce qui est très important, c'est le rapport entre l'homme et la femme, bien sûr, mais on s'aperçoit que c'est le lien, en fait, il y a quelque chose qui se joue au niveau des enfants intérieurs. C'est-à-dire que l'homme vient, la femme vient avec ses craintes et avec ses rêves. Les craintes sont les craintes d'inexister et de ne pas compter, de ne pas avoir de place, de ne pas avoir d'importance, mais c'est les craintes tout à fait infantiles, c'est ce qu'on a vécu avant. Et puis les rêves, c'est les rêves d'idéalisation que l'autre, cette femme ou cet homme, va pouvoir enfin fonctionner comme matrice pour moi et me combler. Voilà. Donc, c'est basé là-dessus. Alors, quand on a eu la dépression infantile précoce, voilà. Donc après, on est en recherche à travers le couple ou à travers ses enfants ou à travers son travail aussi, de cette espèce de retour aux matrices qu'on n'a pas, dont on a été privé dans son ailleurs et avant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, puisque tu parles du couple, effectivement, la rencontre avec l'autre, un homme avec une femme et un homme avec ça, peut donner au départ, pendant quelque temps, cette illusion que l'autre va pouvoir le combler. Voilà. Donc, voilà, il y a une espèce de lune de miel. Voilà, on commence à avoir des enfants, on marche un petit peu, on chemine un petit peu ensemble et tout ça. Mais à partir du moment où il y a cette dépression infantile précoce chez la personne, il y a la lune de miel, bien sûr, il y a une espèce de comblement provisoire, mais en fait, c'est un comblement éphémère qui ne va pas résister au temps. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, l'homme, enfin le conjoint, est considéré comme une espèce de mère, bis, comme une espèce d'anxiolytique, comme une espèce d'antidépresseur. Ça agit pendant un moment, et puis après, on se retrouve face, encore une fois, à sa dépression infantile précoce qu'on a essayé de guérir à travers le couple. Donc, on va se retrouver par rapport à ça, mais encore plus fortement. Et d'une façon générale, d'une façon tout à fait globale, on ne peut pas guérir ça, vraiment, c'est pour ça qu'il faut beaucoup insister dans les thérapies avec ça. On ne peut pas solutionner une souffrance avec ces trois caractéristiques, une souffrance intérieure, ancienne et psychologique, par recours à des objets extérieurs, c'est-à-dire à des choses ou à des personnes qui sont extérieures, qui sont réelles, qui sont actuelles. Donc on est tout à fait en porte-à-faux. Donc on ne peut pas apaiser une souffrance ancienne, intérieure et psychologique
antérieure, psychologique ancienne, par recours à des objets extérieurs. Donc, le couple, c'est pareil. C'est-à-dire ou la gloire, ou le pouvoir, ou n'importe quelle addiction d'ailleurs, hein. Toutes ces addictions, il y a des écrivains, il y a des chanteurs qui ont été au sommet de la gloire parce que effectivement, ils avaient l'illusion de pouvoir retourner à la matrice et de pouvoir se sentir légitimés, aimés, en lien, etc. Mais après un certain temps, eh ben, ils se retrouvent dans le miroir face à un trou et à un vide encore beaucoup plus profond que par le passé. Il y en a beaucoup qui se sont donné la mort. Donc, à chaque fois qu'on essaye de se guérir de l'extérieur et par l'intermédiaire des objets, l'argent, le pouvoir, le couple, l'amour, etc., l'amour n'est pas salutaire, hein. Eh bien, ça marche un petit peu pendant un certain temps. Et puis après, on se retrouve face à la détresse de son enfant intérieur encore plus, de façon encore plus aiguë. Parce que plus on avance dans l'âge, et plus on se rapproche du petit garçon ou de la petite fille déprimée qu'on était avant. Donc, le couple, c'est pas une thérapie. Et puis, avoir des enfants non plus. C'est pas. Alors, des fois, il y a des enfants qui sont considérés comme des thérapies parce qu'on a un couple bancal, on se dit, on va avoir un enfant, des enfants et tout ça, comme une espèce de sparadrap, encore dans une position anti-dépresseur, anti-anxiolytique, etc. Voilà, l'enfant arrive, voilà, c'est le prince charmant et tout ça, mais ça ne dure pas longtemps. Après, voilà, après, on retombe dans la déception, dans sa dépression infantile précoce, et on n'a aucun moyen de le liquider, de s'en sortir extérieurement en faisant ceci ou cela. Donc, voilà, le lien, effectivement, devient un boiteau parce que on a cru qu'on allait retrouver l'Éden matriciel à travers cet homme ou à travers cette femme ou à travers cet enfant ou à travers cet appartement ou à travers ce travail, etc. Voilà. Donc, il y a un moment de feu d'artifice, un moment d'exaltation, mais après, on retombe dans le vide qu'on avait connu petit. Parce que déjà, d'ailleurs, la caractéristique première du vide psychologique intérieur, c'est que par exemple, quand on a découvert un trou dans son jardin, il faut vite se dépêcher de le combler parce que sinon, on va se casser une patte. Mais le vide intérieur, plus on le comble et plus il devient béant. Et Mhm. finalement, il finit par nous aspirer complètement sans qu'on ait aucune possibilité de résister. Voilà, et puis c'est la même chose d'ailleurs, c'est pour ça que le dehors et dedans ne fonctionnent pas avec les mêmes critères. C'est la même chose pour, voilà, par exemple, quand on se remplit avec les aliments, on se remplit, enfin, quel que soit l'objet du remplissage, au lieu que ça bouche, eh ben, ça devient de plus en plus béant. Et la même chose, c'est pour le danger. Plus on essaie d'éviter l'insécurité qu'on a fondamentalement en nous en mettant des volets, des portes, enfin, tous les mécanismes de défense qu'on emploie pour trouver enfin une sécurité, ça ne marche pas, ça augmente notre sentiment, notre croyance d'insécurité, parce qu'en fait, le problème de l'insécurité ne se pose pas uniquement dans ici et maintenant, mais c'est l'insécurité que nous avons eue depuis tout petit, tout petit, tout petit, c'est-à-dire que nous n'avons pas été protégés, nous ne sommes pas, voilà, on a manqué de deux choses, c'est la nourriture affective et la sécurité. Et quand on essaye de retrouver enfin cela à l'âge adulte, eh ben, ça donne des satisfactions provisoires, mais après, ça aggrave notre peine, ça aggrave nos manques. Parce que le manque, oui, ça, je voulais le dire, parce que le manque dont il est question, c'est jamais un manque réel de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un manque à être parce que on n'a pas eu les matériaux de construction au moment où on bâtissait la maison, c'est-à-dire notre identité. On n'a pas la nourriture et la sécurité. On l'a pas eu au moment où on construisait l'immeuble, notre identité.
Et donc, le manque, c'est toujours un manque à être, c'est-à-dire que notre identité est dans un état d'inachèvement. Et Qu'est-ce que tu après, on essaye de le... Comment? Qu'est-ce que tu m'as donné comme info là pour rebondir? C'est génial, vas-y, continue, je t'en prie. Oui, et puis après, cet immeuble, enfin, notre immeuble de l'identité, où il y a un manque à être, et le manque à être, c'est des manques de nourriture et affectif de sécurité. Après cet immeuble inachevé, eh bien, il engendre plein d'angoisses d'inexister, et puis plein de rêves de combler ça, de finir ça, par l'intermédiaire à l'extérieur, par l'intermédiaire des objets, enfin de l'objet. Parce que en psychanalyse, l'objet, c'est à la fois la chose et la personne. Alors après, on essaye de réparer ça par la consommation des objets, des choses, la nourriture, la drogue, etc., ou par la consommation cannibalistique, cannibale des personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en lien avec eux, on mange les uns les autres, toujours pour essayer de combler ce manque originaire. Alors, rebondis sur le manque, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le manque, il faut l'accepter. De toute façon, le premier manque qu'on ressent, enfin, je pense, c'est quand le nourrisson est posé en dehors de la mère, il se sent dans la plus profonde des insécurités, il se sent abandonné et rejeté. Il est posé au sol, en dehors de la matrice. Et je Oui, me demande si on ne cherche pas toute notre vie à y retourner, parce que cette première insécurité qu'on ne peut même pas conscientiser, elle nous oui, semble insupportable. Et c'est quand c'est on juste. accepte ce manque à être, parce que le manque, Absolument, il faut l'accepter. C'est quand on absolument, accepte n'être jamais complet que l'on absolument, a compris. Et pour moi, la maturité, absolument, c'est d'accepter que je ne serai jamais complète. C'est là absolument. la chose. Euh, on Et va je pas n'ai tout. pas à l'être. Et je n'ai pas à l'être. Et non, on n'a pas Absolument, à compléter. C'est impossible. C'est courir après l'impossible. C'est courir après les pansements, courir après une illusion. On est des êtres désirants parce qu'il nous manque quelque chose. Et c'est absolument, le désir. Et ce désir construit. absolument, Alors, absolument, c'est absolument. C'est pour ça que tout à fait, en commençant notre entretien, je disais qu'il y avait deux parties. Il y avait notre histoire, notre historicité, avec des traumatismes et des manques qu'on a subis. Mais après, ça dépendait de la façon dont on allait gérer tout ça. Et donc, effectivement, après, à un certain moment, on est obligé d'accepter le manque, ce qui est l'acceptation de l'inacceptable, en fait. C'est inacceptable, mais c'est en acceptant l'inacceptable, c'est en acceptant le manque, qui n'est pas par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, que nous grandirons parce que déjà, ça nous permet de ne pas gaspiller une grande part de notre énergie dans le combat et dans la réparation, dans le comblement du monde. Donc déjà, ça nous fait économiser beaucoup d'énergie. Et puis voilà, et puis ça nous permet d'autre part, en renonçant à la perfection, hein, qui est aussi une façon de réparer, d'effacer, de dénier le manque, en renonçant, enfin, peu à peu, même partiellement, à la perfection. Voilà, c'est ça qui va signer notre passage du monde du petit garçon, de la petite fille à l'adulte, hein, d'accepter le manque, d'accepter que voilà que j'ai des limites. Ah oui, alors c'est pour ça que cette acceptation, ça joue un rôle absolument prédominant dans nos rapports avec les autres, dans nos liens avec les autres. C'est-à-dire à partir du moment où je m'accepte imparfait, je n'ai pas le même lien avec les autres. Enfin, je suis beaucoup plus indulgent, beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans la tolérance, premièrement. Et deuxièmement, je me sentirais beaucoup, beaucoup moins dans cette position paranoïaque de croire que les gens me rejettent, de croire que les gens ne veulent pas de moi parce que je suis pas parfait. Donc, effectivement, le perfectionnisme, c'est pour ça que je dis toujours, le perfectionnisme n'est pas un signe, mais c'est un symptôme. C'est-à-dire que quand on a le sentiment de perfectionnisme, ça veut dire qu'on ne va pas bien, ça veut dire qu'on est sous la domination de l'enfant intérieur, et ça veut dire que, en fait,
tout ce qu'on fait dans cette voie, ça nous prend beaucoup d'énergie et puis ça aggrave notre cas. Il y a une image que je donne quelquefois, c'est que si vous êtes condamné à passer 3 mois de prison, voilà. Si vous acceptez, si vous ne résistez pas, vous allez alors vous déclarer séquestré. Si vous avez 3 mois de prison à faire, puisque vous acceptez, petit à petit, vous ne révoltez pas. Petit à petit, vous allez avoir une remise de peine. Vous ferez qu'1 mois de prison. Enfin, il y a des remises de peine. Mais si vous commencez à vous révolter, vous ne voulez pas aller, vous défendez, vous protestez, tout ça, vous luttez, eh bien, au lieu de 3 mois, vous en aurez 6 ou vous en aurez 9. Eh bien, par rapport à son histoire, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on est dans le combat, et plus on s'épuise, et plus ce qu'on combat devient agressif. Voilà. Alors donc, vraiment, c'est une espèce de cercle vicieux. Alors que si on accepte ses limites, si on accepte son impuissance, etc., si on devient un peu plus dans la compassion et dans la miséricorde avec soi-même et qu'on est un peu plus pardonnant avec soi-même, eh bien, ça nous facilite énormément nos rapports avec les autres parce qu'on ne regarde pas les autres tout le temps comme juges et comme punisseurs, etc. Et puis, on est beaucoup plus dans l'accueil parce qu'on comprend que, heureusement, heureusement qu'il n'y a pas de perfection. Que la perfection, non pas que ça n'existe pas, mais que la perfection, c'est la mort. Si, ça peut exister. On dit toujours, pour se consoler, la perfection n'est pas de ce monde. Bah, supposons qu'un jour, la perfection est de ce monde. Mais c'est peut-être la plus grande catastrophe qui pourrait nous arriver. Donc, l'idéal, c'est pas de tendre vers la perfection. L'idéal, c'est de tendre vers devenir soi. Et devenir soi, c'est-à-dire, voilà, d'être imparfait. Et, et puis, donc, pouvoir accepter les autres. Imparfaits, c'est-à-dire dans leur vérité, et voilà, donc dans leur authenticité, parce que, voilà, donc, alors, il y a une phrase que je prononce quelquefois, c'est que l'idéal, finalement, enfin, par rapport à cette histoire de perfection, c'est, bon, on le fait, et la perfection, on le fait, enfin, on s'embarque là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est pour plaire. Pourquoi on veut être parfait? C'est pas pour soi. Parce que quand vous fabriquez une table, il faut être parfait. Parce qu'il faut faire la table parfaitement. Si vous faites un pied 80 centimètres et un pied à 82 centimètres, la table est bancale. Donc, par rapport aux objets, si vous fabriquez une montre, il faut travailler parfaitement parce que sinon, si ça avance et ça retarde, ça ne va pas. Mais par rapport à son fonctionnement, pourquoi on s'est mis dans la voie de la perfection? Eh bien, simplement pour attirer l'attention, le regard, pour attirer l'amour des gens. C'est vraiment la perfection, c'est une aspiration tout à fait infantile. C'est un symptôme que le sujet est complètement sous l'emprise de son enfant intérieur. Donc effectivement, l'idéal, alors pour quelqu'un qui se veut parfait, l'idéal, c'est d'avoir une bonne image de lui, pour plaire en quelque sorte. Ne pas avoir de fautes, avoir toujours raison, etc. Voilà. Donc, à partir du moment où on est dans une image bonne de soi, bah, ça veut dire qu'on n'a pas de failles, ça veut dire qu'on n'a pas des mauvais côtés. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la dialectique féconde des contraires. Alors que l'idéal, quand on euh, avance dans l'âge et quand on fait une thérapie, l'idéal ne devrait plus être avoir une bonne image de soi, elle devrait être avoir une image saine de soi. Pas bonne, mais saine. Et saine, ça veut dire quoi? Saine, image saine de soi, ça veut dire faire confiance, vous retenez le mot confiance, faire confiance à ses capacités tout en étant conscient de ses limites. C'est ça une image saine de soi. Et de ses imperfections, je rajouterais. De ses limites, de ses limites, de ses limites. Voilà. De ses limites, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas tout, je ne peux pas être père et mère à la fois, je ne peux pas, voilà, donc, non seulement je ne peux pas être tout, mais après tout, je ne veux pas.
non plus, et trop tout, parce que voilà, parce que parfait, parce que hein, je veux être. Et puis d'ailleurs, l'idéal dans un travail de psychothérapie, c'est, enfin, j'ai dit tout à l'heure, de trouver une image saine de soi, c'est-à-dire être confiant dans ses capacités et être conscient de ses limites. Après, l'idéal de vie, c'est que la personne, par rapport à cette distanciation par rapport à la perfection, arrive à devenir un peu plus mauvais par rapport à l'extérieur et meilleur avec lui-même. C'est-à-dire prendre soin de lui comme une gentille maman le ferait avec son bébé et se protéger comme un père protecteur en se donnant des limites. Alors, c'est très important parce que ça veut dire aussi que une fois qu'on a rencontré l'enfant intérieur et qu'on a fait un cheminement intérieur, ça veut dire aussi qu'en fait, quels qu'aient été nos parents, bienveillants ou pas bienveillants, un jour, il faudra arriver à réhabiliter ses parents intérieurs et à se comporter avec soi comme une mère nourrissante et comme un père protecteur. Fonction matricielle, fonction euh, paternelle. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, même si je l'exprime pas du tout avec les mêmes mots, mais je te rejoins tout à fait là-dedans. En fin de compte, on va chercher chez l'autre ce qu'on doit déjà comprendre en soi, hein. C'est toujours le problème. Se D'ailleurs, nourrir à ses sources profondes, se voilà. désaltérer à ses fontaines intérieures. Alors, il y a quelque chose que je vais revenir sur le fait des limites, parce que Oui, certains, et pour préciser, je pense que tu seras d'accord avec moi, que les limites, attention, ça ne doit pas être des barrières névrotiques, parce que certains, ils vont vous dire, j'ai mes limites, mais en fait, leurs limites, c'est des barrières névrotiques pour ne pas toucher à la névrose et pour pas, surtout ne pas regarder au fond d'eux. oui, Souvent, tu entends dire ça, je ne veux pas toucher à mon intégrité, à mes limites, et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est une barrière de défense, que c'est pas oui, du tout comme nous. euh, S'ouvrir à l'incertitude, s'ouvrir à soi. Toi, tu oui, parles en fait, dans la limite, il y a la oui, non-limite. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas, mais moi, j'ai compris que je n'avais pas de réelle limite structurée, posée, que tout était en mouvement par rapport à mon vrai, en fait. Je n'ai oui, pas vraiment, tu vois, tandis que par rapport à la barrière névrotique, il y a une limite qui est tout le temps là, 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 et qui peut même se resserrer, mais qui oui, n'est jamais une ouverture, qui est surtout un absolument. évitement. Et c'est Oui, la différence. Toi, tu parles de limite par rapport à la sagesse, par rapport, par bah, rapport à la toute-puissance. voilà, par rapport à la toute puissance, justement, ne pas croire qu'on est toute puissant, on ne sait pas tout. La limite, c'est nos incertitudes, en fait. Ah oui? Voilà, la Oui, limite, c'est la plus grande de nos incertitudes. Et ces incertitudes, elles n'ont pas besoin d'être ancrées parce qu'elles n'ont pas, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, elles n'ont pas vraiment besoin de limites parce qu'on le ressent tellement au fond de nous-mêmes oui, qu'elles n'ont pas besoin qu'on les mette dans des cases, qu'on les cadre et qu'on les emprisonne. oui, Et ça, c'est peut-être important parce que les gens pensent souvent que confondent la limite avec la limite des barrières névrotiques, tu sais, qui vont se serrer de plus en plus et dire non, oui, là, tu as touché ma limite, tu as touché ma limite. Là, du coup, ils s'enferment dans quelque chose de très. C'est ce que je dis, celui qui va faire toujours aller laver sa voiture à 18h le jeudi soir ou à Intermarché à 18h30 le mercredi. Ces limites-là, qui sont purement névrotiques, des barrières de protection, obsessionnel. voilà, obsessionnel, ce n'est pas les limites dont on C'est ça. parle, qui sont les limites Voilà, de nos incertitudes, enfin, montrer qu'on est incertain. absolument. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, là, par rapport au sentiment d'insécurité, c'est de chercher, hein, de s'ingénier à trouver dans l'extérieur une espèce de sécurité et de protection, mais voilà, qui ne répondra pas à à notre sécurité intérieure, identitaire, ontologique. Parce que la sécurité intérieure, ça veut dire que je suis celui qui suis, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la mendicité affective, et je ne suis pas dans la dépendance affective et je suis, et voilà, moi, avec ce que je peux, ce que je peux pas, etc. C'est une espèce de certitude, enfin, de trouver la sécurité, la légitimité et d'être vivant et sans avoir besoin de perfusion. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Et à partir du moment où cette sécurité profonde, ontologique, identitaire par rapport à notre identité, qui a failli parce que
On avait des parents qui étaient indisponibles, on a des parents qui ne nous ont pas protégés parce que eux-mêmes ils se disputaient, ils étaient déprimés, ils étaient au chômage, enfin, je sais pas le reste. Alors, si on cherche à l'extérieur, on peut mettre toutes les barrières de sécurité, etc., mais ça ne nous sécurise pas parce qu'en fait, c'est de soigner quelque chose à l'intérieur par quelque chose à l'extérieur et ça ne va pas. Et en fait, ça devient des incertitudes, des obstacles qui nous empêchent carrément de vivre, d'avoir des liens. Oui, c'est très névrotique, c'est très obsessionnel parce que, voilà, et d'ailleurs, c'est quelquefois l'expression de ce qui s'est passé, par exemple, enfin, la très grande partie des jeunes filles qui ont été abusées, victimes d'inceste ou d'abus à l'époque, enfin, quand elles étaient des petites filles, on a remarqué, enfin, c'est vraiment très fréquent, on a remarqué que une fois devenues adultes, elles ont deux tocs très importants. Un toc qui est le lavage, la propreté, et un autre toc qui est l'ordre. C'est-à-dire qu'elle passe une grande partie de l'énergie dans les rituels de nettoiement, la purification et dans le rituel de rangement. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est une façon de se défendre et de se protéger contre deux choses qu'elles ont subies quand elles étaient petites. D'une part, elles se sont senties salies. C'est pour ça, après, tous les rituels de purification pour essayer d'enlever cette espèce de salissure, d'impureté dont elles étaient victimes. Et deuxième traumatisme important qu'elles ont subi dans l'inceste ou dans l'abus sexuel, c'est le désordre générationnel. C'est-à-dire, elles avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis un homme de 40 ans, 50 ans, etc., ou leur père ou leur frère. Voilà. Donc après, ces jeunes filles, enfin devenues femmes, donc ils ont une sexualité très perturbée et très limitée, justement à cause des barrières. Elles passent beaucoup d'énergie à se sentir propres et à rectifier ce désordre générationnel. Voilà, petite fille adulte, des victimes. Voilà. Donc, les barrières, effectivement, qu'on s'impose, oui, les barrières, c'est différent des limites. Et donc, effectivement, ces barrières-là sont des barrières tout à fait névrotiques et ça ne tient pas à l'essence même de la féminité euh, des filles dont je parle. Et quand elles arrivent à être libérées de ça, bon, ça sera peut-être pas entièrement comme si de rien n'était. On n'a pas de gomme pour effacer certaines voilà, inscriptions dans notre livre de l'histoire. Quand elles seront un peu plus à distance de ça, elles peuvent effectivement jouir d'un corps féminin et d'une féminité très épanouie. Voilà. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, de ne pas confondre des limites et de ne pas avec des barrières. Alors moi, j'avais passé un post, ce besoin si puissant de l'enfant intérieur de se rassurer qui l'empêche de se libérer de sa propre prison. Il choisit alors d'en souffrir plutôt que de risquer de perdre en découvrant ce qu'il ne connaît pas encore. Et on me parle, j'ai eu un écho qui me surprend, Oui, écouter sans injonction, injonction extérieure. Alors moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'injonction extérieure, parce que quand l'enfant est vrai, libre, à placer son identité plurielle, à accepter l'adulte sans penser que l'adulte détient un secret, l'injonction extérieure, elle n'a pas de pouvoir. C'est comme le prisonnier. Tu disais que tu remets dans la oui, prison. Alors, il y a toujours la société, mais il n'y a oui, pas ce pouvoir d'injonction extérieure. Il n'a pas, absolument. il n'a pas ce pouvoir Il n'y a limitant, pas voilà, d'impact et d'emprise, il n'a pas absolument. d'emprise. Il C'est existe ça, peut-être dans une société avec des autres, mais bien il n'a sûr. pas de pouvoir et d'emprise. Et L'identité de l'adulte n'est pas prise en otage, c'est là la plus grande des libertés, en fait. absolument. C'est la Et plus. alors, en français, c'est très intéressant parce que en français, on a deux termes de liberté. De liberté, enfin, c'est devenu une idéologie, c'est devenu un idéal. Voilà. On a le terme de libre
Et voilà. Et le terme d'autonome, autonomie, liberté, autonomie. Et tout le monde croit que ce sont deux synonymes. Peut-être sur le plan linguistique. Mais psychologiquement, ça n'a strictement rien à voir. La liberté et l'autonomie, rien à voir. Parce que sont même des antonymes, peuvent être considérés comme des opposés. Par exemple, une boulimique, par exemple, ou un alcoolique, par exemple, il peut manger 3 tonnes par jour, boire 15 bouteilles de vin par jour, tout à fait librement, donc entièrement libre. Ils ont une liberté d'action et personne ne pourra rien leur opposer. Mais justement, le fait de ne pas se donner des limites dans la nourriture et dans l'alcool, ça montre l'absence totale d'autonomie psychique. C'est-à-dire ils sont pas capables de se dire non. Ils sont pas capables de dire non au fait qu'ils sont mangés et qu'ils sont bu. Voilà. Donc la liberté et l'autonomie, ça n'a, enfin, sur le plan euh, psychologique, sur le plan de l'économie libidinale intérieure, ça n'a aucun sens. Et on retrouve la même chose, par exemple, en français, par rapport au désir et au besoin. Enfin, souvent, ils emploient les gens besoin, désir, enfin, comme si c'était synonyme. Oui, sur le plan dictionnarial, sur le plan linguistique, et peut-être. Mais je crois que psychologiquement, par rapport à l'économie psychique, c'est aussi des opposés, parce que je situe le besoin comme enfantin, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est le besoin? Le besoin, il faut que ça soit satisfait urgemment. Donc l'enfant, il a des besoins de nourriture et de sécurité. Il faut que ça soit satisfait urgemment. Il ne peut pas attendre. Il ne faut pas surseoir à sa demande. Il faut quelqu'un dans ses bras. Il faut tout de suite un biberon. Voilà. Alors que l'adulte, la première caractéristique de l'adulte, c'est être dans le désir. On désire quelqu'un, surtout dans la relation amoureuse, n'est pas basé sur le besoin, mais sur le désir. Mais le désir n'a pas besoin d'une réalisation immédiate. On Il peut est construit. attendre, comment? Il est Et on construit. peut probablement surseoir à la satisfaction de son désir. On n'en est pas l'esclave. Et d'ailleurs, la sexualité et l'amour ne constituent pas des besoins, mais des désirs. En fait, nous avons que 3 besoins. Pas 4, mais 3. Nous avons besoin de manger. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Nous avons besoin de boire. Si nous ne buvons pas, nous mourrons. Et nous avons besoin de dormir. Si nous ne dormons pas, au bout d'un certain temps, nous risquons de mourir. Mais l'amour et la sexualité, si on ne fait pas une seule fois l'amour dans sa vie, on peut arriver à 100 ans. Ça n'est pas un besoin, mais c'est un désir et de relation avec l'autre. Mais c'est la nature qui a besoin de nous faire attirer les uns envers les autres pour la perpétuation du genre. Parce que quand on a soif, il y a quelqu'un qui nous dit, va boire. Quand on a faim, il y a quelqu'un qui nous dit, de l'intérieur, hein, il y a une puissance qui dit, il faut aller manger. Quand on a sommeil, il y a quelqu'un qui, aussi une force qui nous dit, il faut aller dormir. Mais pour la continuation du genre, on n'a aucun signal. Personne ne nous dit, va faire l'amour avec cet homme, va faire l'amour avec cette femme, parce qu'il faut que le genre humain continue. Alors c'est pour ça que la nature nous donne des hameçons. Oh, quelle belle femme, elle a une poitrine géniale, des fesses et tout ça. La nature nous donne des hameçons, nous donne des plaisirs de l'amour. En fait, c'est des petites récompenses pour qu'on fasse le devoir de procréation qui est vraiment inscrit dans nos gènes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, oui. l'amour n'est pas un besoin, c'est un désir adulte. Donc, en tant qu'adulte, voilà, c'est un désir. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui viole, par exemple, c'est qu'il est pris par le besoin irrépressible et immédiat, voilà, de trouver satisfaction. C'est très enfantin. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'autonomie, parce que dans l'autonomie adulte, quand on a envie de faire l'amour,
on a toute une stratégie de séduction. Ah bonjour madame, à la rue, ceci est à droite. Ah, vous connaissez pas le quartier? Enfin, on drague, on boit un verre, ça. Il y a toute une stratégie de civilisation pour établir un pont et pour établir un lien. Mais dans le viol, enfin, que ce soit l'homme ou la femme, c'est considéré vraiment comme objet, comme paillasson, comme objet, non pas comme personne. Donc, c'est vraiment infantile, c'est comme le petit garçon qui va mourir s'il n'a pas une détresse profonde, s'il n'a pas de biberon ou s'il n'a pas la maman dans les bras. Voilà, le désir et le besoin, considérés soi-disant comme des synonymes, n'ont strictement rien à voir, comme, comme la liberté et l'autonomie. Alors, il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi, on emploie, par exemple, on dit la rupture et la séparation. Mhm. Voilà, on croit aussi que c'est des synonymes. Mais je suis désolé, pas du tout, parce que dans la rupture, vous voyez, rupture, en fait, paradoxalement, par exemple, quand un enfant rompt avec ses parents, ou quand un mari ou une femme rompt par rapport au divorce et tout ça, cette rupture, quand c'est fait dans le bruit et dans la violence, en fait, empêche la séparation, accentue la fusion. Voilà. Alors que quand on arrive à se séparer, la séparation, c'est quelque chose qui garantit les liens. C'est-à-dire, on crée des liens grâce à la séparation-différenciation, vous voyez, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé de la différenciation entre l'adulte et l'enfant intérieur. Et cette différenciation, cette séparation entre l'enfant intérieur et l'adulte, ça permet de rencontrer, que les deux se rencontrent et qu'il n'y ait pas de clivage. Voilà. Donc, il y a des mots comme ça dans le dictionnaire qui sont des synonymes mais qui ne le sont pas. Et donc, je dis rupture et séparation parce que la rupture, alors c'est pour ça que quand on veut divorcer, il faut divorcer dans la paix et l'amour pour que chacun puisse se reconstruire et chacun puisse aller vers son destin. Parce que si on rompt dans la violence et dans la non-parole, en fait, chacun restera à jamais prisonnier de l'autre. Mais même dans la Donc, relation la rupture, amicale, dans la relation absolument, amicale aussi. Je veux absolument. dire, rompre quelque chose sans dialogue, sur des bruits qu'on a entendus ailleurs, sur quelqu'un, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit ça, c'est une fuite. Cette fuite de l'impossible, c'est-à-dire on se fuit soi-même. Et On plus on s'enfuit, et plus on est séquestré. Et plus on se séquestre de la relation, Absolument, et moins elle se termine. Parce que plus elle reste pesante au fond de nous, plus elle crée quelque chose absolument, qui ne va. absolument. Toute relation, pour moi, doit se. Si elle se termine, parce que les relations peuvent se terminer, elle doit se terminer dans un dialogue, La dans un paix et l'amour, dans la paix et l'amour. Alors, c'est peut-être absolument. mon grand âge qui me fait dire ça aussi, se terminer dans la paix et l'amour. Moi, je ne termine pas mes relations tant que je n'ai pas eu une explication et je n'entends jamais, je n'écoute jamais ce qu'on dit sur l'autre. Je me fais toujours mon propre avis en fonction de l'enfant que je suis Ce et qu'on dit sur l'autre, ça regarde les autres, hein. ça regarde les autres. Mais on a une société Absolument. de ça, de manipulation, c'est-à-dire de manipulation et de perversion. On va emmener l'autre là, qui va entendre que j'ai l'impression que c'est une cour d'enfants où on C'est joue à ça, la marelle en se piquant les sucettes, quoi. Donc, il y a pas de, c'est des enfants immatures, en fait, qui sont en absolument. train de jouer et c'est un peu, bon, je crois que ça se termine, l'heure que tu m'avais accordée avec le plus grand plaisir. J'ai Le vraiment plus aimé, grand plaisir pour moi aussi, hein. J'espère que notre entretien sera aidant pour tous ceux qui nous écoutent dans leur oui. cheminement intérieur et dans la rencontre avec eux-mêmes. Et moi, j'espère qu'on en refera ensemble parce que vraiment, grandir à côté de toi dans ces moments d'échange, c'est un réel plaisir pour moi. Merci, hein, pour cet entretien. Donc, je te dis à très vite, Moussa, avec le plus grand Oui, à plaisir. bientôt quand tu veux. Alors, attends, je vais essayer de couper parce que je suis quelqu'un de très doué pour couper les enregistrements. Ça a toujours été mon truc. Voilà.